Bonjour à toutes, à tous. On est très heureux d'être ici quand Eric nous a proposé voilà, de cette discussion sans modérateur. On a accepté. Moi, ça m'intéressait beaucoup de rencontrer Isou. Je connaissais son travail, je ne l'avais pas rencontré, donc cette rencontre m'intéressait beaucoup. Maintenant, une discussion, c'est facile comme ça à deux, devant toute une salle pleine, moins. Donc on va essayer d'être intéressant. Voilà, mais en tout cas, nous, on est très heureux de se rencontrer. On va peut-être d'abord parler de notre parcours. C'est intéressant parce qu'on a des parcours très différents, pourtant on a à peu près le même âge. Ouais. Et voilà, donc Isou, je te Je laisse. commence alors. Moi, j'ai un parcours qui est quand même très axé, même que axé ciné, parce que c'est ce que je voulais faire depuis que j'ai à peu près 10-12 ans. Donc à 12-13 ans, j'ai commencé à faire des petits films tout seul chez moi. Et j'ai fait mon premier film, Conte d'une nuit d'hiver, en amateur, vraiment, je devais avoir 16 ans par là. Et je me suis débrouillé tout seul. Et ensuite, j'ai continué pendant que j'étais au lycée. Voilà, c'est mon film de lycée. Et j'avais rencontré Bernard Palacio, qui était à la Fabrique, et c'est lui qui m'a pas mal aidé. Et je pense que c'est grâce à lui que je fais des films aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a motivé et qui m'a dit vas-y, continue. Voilà. Et ça, je pense que c'est la remarque toujours la plus importante. Continue, quoi. Voilà, C'est ça, trouver quoi. des personnes qui nous Ça. le disent. Et donc, moi, j'ai toujours, quand on parle de films d'horreur, mais dans le genre, dans le film de genre, c'est vrai qu'avec Conventuals Band, là, c'était pendant ma période où j'étais aux Beaux-Arts. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts à Montpellier. Et là, j'ai fait un film aussi tout seul. C'était avec La Fabrique, mais je le faisais un peu dans ma chambre. Et voilà. Et après, j'ai été à La Poudrière. J'ai été pris à l'école de La Poudrière. Et là, j'ai fait un court-métrage d'une minute, Passage. Et mon film là, qui était aussi un film fantastique, hein, finalement, parce que je suis toujours resté dans ce type de cinéma un peu d'imaginaire. C'est celui qui m'intéresse, quoi. On en parlait, et c'est ça aussi, le film. Quand on parle de film d'horreur, voilà, on en parlera après, mais c'est des contes pour adultes, hein, finalement, Ouais, les complètement. films d'horreur. Et c'est ça, quoi. Donc voilà, ça c'est des images de mon film de fin d'études, Le Carnet. Et après ça, donc j'ai un peu travaillé à Folimage. Et petit à petit, j'ai proposé un court métrage. Et là, c'est là où j'ai fait Le Bûcheron des mots, voilà, au studio. Et ensuite, là, j'ai commencé. Là, c'est là où on commence à aller dans le film de genre. Où là, je me suis lancé dans une adaptation de L'Auberge de Maupassant, qui est très proche de Shining, finalement, parce que là, on retrouve, voilà, on a cette ambiance lourde, l'isolement, la neige et tous ces éléments-là. Et moi, c'était vraiment un truc qui m'attirait. Et ce film-là, il s'est fait pendant presque 10 ans. Voilà, j'ai commencé avant Le Bûcheron des mots et je l'ai terminé. Voilà, une fois avoir fait Le Bûcheron des mots, ça a été vraiment une belle galère. Mais du coup, Pendant c'était 10 ans. en parallèle, tu le faisais tout seul? C'était juste pour trouver les financements. À Folimage, ça a duré 10 ans. Même à un moment, c'est parti de Folimage, c'est revenu à Folimage. Voilà, c'était un film qui a été très compliqué à produire. On va beaucoup Voilà. parler de films très compliqués Voilà, à faire. de toute façon, quand on parle de films d'horreur, on parle de films Oui, compliqués. voilà. On va terminer, je pense, sur... Non, peut-être pas sur ce constat. On va voir. Mais c'est toujours compliqué, hein, mais voilà. Donc là, je peux montrer le trailer de ceux d'en haut. Il démarre.
Voilà, ça permet d'un peu d'introduire, de mettre un peu dans l'ambiance. L'ambiance. Voilà. Donc, et parallèlement à tout ça, je bossais à Folimage et je faisais pas mal d'effets spéciaux, de compositing. J'ai bossé sur plein de films là-bas. Donc, voilà, j'ai fait le compositing d'une vie de chat, de Phantom Boy. J'ai bossé sur Tantilda, sur Mia et le Migou, sur tous les longs métrages. Donc, voilà, c'était un peu mon travail en dehors de faire des films. Voilà. Là, je vais peut-être. Et donc, après, c'est là où je me suis dit, après Sedan, j'avais envie aussi de continuer dans le film de genre. Et là, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à écrire une histoire déjà, c'était un survival, quoi, vraiment un film de survie, une poursuite dans une forêt, un chasseur, un chassé, voilà, très simple. Et là, j'ai collaboré avec Alain Gagnol, avec qui j'avais travaillé sur ces films, avec Jean-Loup Felicioli. Et c'est lui qui a poussé le film vers le côté très violent, très gore, quoi, du film, qu'il n'y avait pas dans ma version au départ. C'est lui qui a amené encore à l'écriture. Ouais, à l'écriture, vraiment. Voilà, les scènes les plus violentes, c'est des idées d'Alain. Et voilà, et je pense qu'il avait besoin à un moment, peut-être, il avait bossé pas mal pour les enfants pendant une certaine période. Et là, il s'est lâché, donc ça a donné féroce, quoi. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais voilà, et c'est là où on s'est vraiment amusé à faire un vrai film de genre. Il y a eu un déclic, du coup, sur cette écriture? Ouais, là-dessus, là, je me suis dit, il y a une espèce de plaisir ludique à faire peur, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le parcours, quoi, dans le travail du film d'horreur. On s'amuse, quoi. On s'amuse beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on rigole par rapport à un autre film. Par rapport à une comédie. Ouais, sur non, mais sur les tournages, ça c'est vrai. Hein. Ouais. Sur les tournages d'horreur, on s'amuse beaucoup. Voilà. Moi, c'est de la stop-mo, mais du coup, à faire du sang. Alors que les comédies, les tournages se passent toujours très mal. Voilà. Et c'est ça, quoi. Quand on fait le son aussi, la partie sonore, quoi, toutes les scènes les plus gore, c'est super drôle à faire, quoi. Bruitage aussi. Les bruitages, voilà, c'est des grands moments, quoi. Donc voilà, j'avance un peu vite là parce que il faut. Voilà. Donc le film, bon là, je vais peut-être pas montrer le trailer parce qu'il y a le film en entier sur YouTube, donc il est facile à voir, quoi. Donc, donc suite à ça, j'ai voulu encore continuer dans la lignée des films d'horreur en lançant à Folimage une collection de films qui s'appelait l'Étrange Collection. Là, c'est l'affiche anglaise qui était pour le Cartoon Movie et qui est très complexe à financer. Ça fait très longtemps et voilà, je sais pas encore. On en reparlera, je pense, après. Voilà. C'est important parce que ça faisait partie de nos connexions. Voilà, et c'est ça aussi. Et suite à ça, entre-temps, j'ai fait un autre film, le Voyage immobile. On en reparlera. Voilà. Et donc là, je suis sorti du film d'horreur parce que c'est compliqué, le film d'horreur. Donc en attendant, je me suis dit, je fais une petite pause vers le film un peu plus romantique et sur une histoire d'amour, quoi. Voilà. Et donc, je te laisse. C'était très intéressant, en fait, cette rencontre, parce que on a des parcours très différents. Moi, à contrario, je suis pas entré dans l'horreur tout de suite. Est-ce que je fais de l'horreur? Je ne sais même pas, en vérité. Mais j'étais intéressé d'en discuter avec Izu et de le rencontrer aussi, parce que moi, j'ai une fascination pour son parcours, le parcours de manière générale d'écoles prestigieuses comme la Poudrière. De mon côté, je suis autodidacte, donc j'ai un parcours pas chaotique, mais assez atypique, dans le sens où j'ai pas fait d'école, j'ai toujours voulu créer et faire des films, et en fait je suis entré avec l'outil 3D dans le monde de l'animation, c'est-à-dire que j'ai appris l'outil tout seul au lycée et en fait c'était des années 2000 où la 3D explosait et j'ai réussi à trouver du travail assez rapidement dans des studios parisiens comme infographiste 3D généraliste, et ensuite j'ai eu la chance de travailler sur les formes aléatoires en légère lévitation. C'est une série géniale. Il y a quelques épisodes sur YouTube d'un réalisateur de stop-mo, Lionel Courreau, qui est
pas trop connu, mais qui est quand même une figure dans le monde du stop-mo. Il a fait le Kama Sutra en pâte à modeler, que je vous conseille. Voilà, c'était mon premier réalisateur en 3D, et c'est lui qui m'a dit tu es animateur. Comme quoi, il faut vraiment avoir des rencontres comme ça. Et après, j'ai pu travailler comme animateur 3D dans les studios, Sparks, anciennement Timto, enfin les gros studios. En parallèle, je continuais quand même mes envies de création et en autoproduction avec ma chérie, on a créé des films d'animation. Alors moi, j'ai vraiment un truc avec le conte. Mais comme tu le disais, l'horreur, c'est un conte pour adultes. Moi, c'était très tôt une fascination pour les contes traditionnels de Grimm, Perrault, Anderson. Si, juste, c'est une phrase de Guillermo del Toro. Hein. Ouais. Voilà, faut replacer. À toi, Guillermo. Et d'essayer d'adapter le plus fidèlement possible les contes traditionnels qui sont extrêmement violents. En tout cas, moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup d'images, aussi de gravures des contes traditionnels. Et j'ai, par ce travail en ombre chinoise, qui est une technique que j'aime beaucoup, j'ai pu réaliser 2 séries pour Canal+ Jeunesse. Donc j'étais vraiment dans la jeunesse, avec l'outil informatique, à faire des rendus traditionnels. J'étais très inspiré enfant des contes de Grimm, une adaptation de contes de Grimm en ombre chinoise. Je crois que c'était une série japonaise qui m'avait vraiment marqué. Et à la fin de ces séries, j'ai fait un burn-out de l'outil informatique. Et je me suis lancé en me disant, tant qu'à faire du traditionnel, allons dans le vrai traditionnel. Et donc j'ai commencé à écrire pour le stop motion. Vraiment plusieurs projets qui m'ont mené aussi à monter une société comme Adoli Studio avec Augusto, qui est à Valence, lui, maintenant. Et ça, c'était en 2015 jusqu'à 2022 où on a réussi à développer et où j'ai pu faire mon premier court-métrage d'auteur qui est Écorché. Donc, je vais vous montrer un teaser. Merci. Là, on voulait vous parler un peu de nos influences, forcément. Hein. Voilà. Pourquoi l'horreur? Voilà, pourquoi l'horreur. Voilà, c'est tous ces films, finalement, parce que finalement, faire de l'horreur en anime, c'est d'abord faire des films, quoi. Et moi, j'ai été influencé. Moi, je suis un cinéphile, plutôt un dévoreur de films tout le temps, quoi. Et depuis que j'ai 8 ans, à peu près, j'ai été plus cinéphile, voilà, à partir de mes 12-13 ans par là, et j'ai commencé à tout regarder, quoi. Mais l'horreur, je l'ai découvert, moi. J'ai dû être traumatisé, comme toi, par l'Exorciste. Mais j'avais 8-9 ans, quoi, quand j'ai vu l'Exorciste. On avait le même âge, on aurait pu le voir ensemble. C'est ça. Et donc, mais voilà, je pense que ça m'a bien marqué. Et après, mon adolescence... Là, il y a des photos entre les films de John Carpenter, que ce soit Candyman ou Les yeux sans visage. Voilà, j'ai un peu mangé de tout, quoi. Et entre les films de Dario Argento, toute cette influence-là, finalement. Et moi, je me suis dit, c'est ce cinéma-là qui... Il y a un côté très voilà, sensoriel. C'est un cinéma qu'on ressent, pour moi, les films d'horreur. Et qu'on intellectualise, mais après coup, finalement. Oui, un cinéma du sensible, totalement. Je te rejoins complètement là-dessus. Et je me suis posé aussi, je sais pas toi, mais moi, je me suis posé la question à l'époque où je faisais Féroce, et je me suis dit, parce qu'il y a des symboliques dedans, il y a un sens qu'on peut trouver, mais pendant qu'on regarde le film, j'ai pas du tout envie qu'on se pose de questions. Pendant le film, je veux qu'on soit dans le film, et si on doit réfléchir, ce sera une fois que le film sera fini, quoi. C'est après le générique. Il y a aussi le fait de pouvoir interpréter de manière très différente. Moi, je le rejoins au conte, ça, justement, d'arriver à
à pouvoir proposer au public des interprétations très différentes. Et c'est la force aussi de... Bon, on dit horreur, mais bon, c'est très difficile à définir, l'horreur. Le cinéma du faux, enfin voilà. Et là, quand je vois une photo là, de la Nuit des Morts Vivants, voilà, c'est plein de symboles, la Nuit des Morts Vivants, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, comme The Thing, c'est cette peur de l'être. Celui-ci aussi il nous voilà, a traumatisé au même moment. Traumatisant, quoi. Mais au moment où on regarde le film, c'est pas là où on l'interprète, quoi. Là, on le ressent. Sur certains films, même, on peut aller encore plus loin, parce que moi, je vois par exemple des films comme Martyr ou Frontières ou les French Frayeurs des années 2000. C'est des films qu'on subit presque, parce que c'est pas facile à regarder. Mais il y a un plaisir d'être allé jusqu'au bout. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Hein. Je dois dire que je suis pas dans. J'ai loupé cette nouvelle vague de l'horreur française. C'est vrai qu'il y a eu une période comme ça dans les années 2000 où le cinéma français, c'est un cinéma qui s'est fait remarquer à l'international par l'extrême violence qu'il avait, quoi. C'est des films, c'est des petites productions, mais qui allaient ultra loin, quoi. Et les Américains n'étaient pas encore dans ce type de film. Et ça a donné après tout ce cinéma-là d'exploitation américain, voilà, les Saw et voilà, et tous ces types de films, quoi. Mais c'est ça qui est aussi intéressant des différentes périodes. Et ça, on n'est pas encore rentré dans cette période-là en animation où on peut voir des thématiques ou des cycles avec du film de genre, quoi. C'est plutôt des petits, sporadiquement, il y a des films qui apparaissent de temps en temps, qui pop comme ça, mais on n'a pas quand même, comme en live, autant de diversité, quoi. Bah, là se pose aussi la question, mais peut-être on pourra en parler plus tard, mais parlons-en maintenant quand même, du fait qu'on est un peu, on se charge un peu la mule, parce que déjà faire de l'animation adulte, c'est pas facile, et faire de l'horreur, c'est pas facile, donc là c'est... Animation d'horreur, c'est doublement pas facile. Ouais, c'est la double peine, là. Ouais. Mais c'est vrai que parce qu'en plus, il y a l'animation, et ça on y reviendra peut-être après, mais c'est le fait de faire de l'animation, c'est long, ça coûte cher. Et souvent, les films d'horreur, comme je prenais l'exemple des French Frayeurs ou ces films français qui avaient à une époque, qui étaient des toutes petites productions, très gore, très extrêmes, c'est des films qui coûtent pas cher. Et il y a un côté, ça marche pas trop avec l'animation qui coûte cher d'un côté. Comment faire un cinéma qui est à la limite de l'underground, finalement? C'est aussi ça qui complexifie les choses. Mais ça, c'est une vraie question, et ça fait partie, moi, de mes réflexions justement sur qu'est-ce qu'on pourrait amener dans le process de fabrication d'un film d'animation pour réduire les coûts. Je repensais, moi, beaucoup, comme je fais de la marionnette, au live, en fait, d'intégrer potentiellement du live au tournage pour pouvoir avoir cette plus grande souplesse d'aller plus vite, quoi. Bon, c'est pas encore fait et il faudra expérimenter, mais il y a peut-être des solutions à ce niveau-là. Oui, complètement. Et moi, je me suis aussi posé souvent ces questions-là en me disant, voilà, si on veut aller dans l'extrême ou on veut aller dans l'horreur, peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens de mettre en scène pour trouver des moyens plus économiques qui permettent de se passer de certains diffuseurs, parce qu'il faut être réaliste aussi, c'est que l'horreur, voilà, au niveau diffusion, c'est compliqué. Alors, quoi. On commence à entrer dans le vif du sujet. Moi, je sais que sur Féroce, on a eu une interdiction au moins de 12 ans avec avertissement. Voilà, c'est une obligation de le marquer à chaque projection du film. Hein. Ouais. C'est très étrange parce que sur ces dimensions de diffusion, on sent, pour ma part, je ne sais pas toi, mais que, si, on a quand même des soutiens du CNC, notamment, à l'écriture, au développement, il y a vraiment un engouement des jurys qui sont des jurys de professionnels. On sent aussi qu'il y a un public. En festival, c'est quand même des films qui marchent très bien. Ouais. Et sur les festivals d'animation et sur les festivals de live action, ou de fantastique, ou même plus généraliste. Mais qu'on sent que, du coup, il y a des vraies questions de diffusion à se poser sur, encore une fois, sur l'animation adulte en général, mais sur l'horreur en particulier. Oui, moi et même dans les festivals, moi je me suis retrouvé des fois dans des situations sur Féroce où il n'y a pas de différenciation selon les programmes. Et je me suis retrouvé, c'était à Bruxelles, à Anima, où il y avait une séance où il y avait des enfants dans la salle, vraiment petits. Hein, parce que c'est vrai que l'habitude, il n'y avait pas de différenciation d'âge selon les programmes, quoi, dans le festival. Mais devant moi, il y avait les parents avec leurs gamins de, je dirais, 6-7 ans, quoi.
Et moi, je voyais Féroce arriver dans le programme, hein, et c'est sûr que les parents n'étaient pas très heureux, quoi. J'ai eu la même à Zagreb où sur la projection d'Écorché, il y avait un gamin et le lapin il y a un lapin qu'on déculotte dans le film. Le gamin est parti en courant en pleurant. Ouais. Voilà, donc, il a été traumatisé comme on a été traumatisé. Mais peut-être que c'est un futur réalisateur de films de genre, de films d'horreur. C'est ça qui peut être intéressant. Mais en vérité, se pose la question aussi. Enfin, moi, je reviens toujours à l'horreur ou l'épouvante pour enfants. Ça m'intéressait toujours sur l'idée de ces contes-là. C'est vrai que tu disais, Guillermo del Toro parlait de ça, le conte pour adultes, mais on s'était posé, Écorché a été préacheté par Arte et Hélène Vessière, on a eu une discussion de se poser la question si, avec accompagnement, ce ne serait pas intéressant. Comme Écorché, on est quand même dans le conte, même si c'est un conte horrifique, jusqu'où, pareil, le CNC a mis du temps à savoir où il le positionnait, moins de 12, pas... Et nous, on avait un peu le souci avec Féroce aussi. Mais là, Féroce, on n'a pas eu beaucoup d'aide. C'est pas passé. Parce qu'il y avait trop d'ambiguïté finalement par rapport à la violence du film, apparemment. Mais c'était un petit peu, je pense, voilà, il était difficile à appréhender, le film. Apparemment, en tant que projet, quoi. Et peut-être qu'une fois fini, c'est différent, mais parce qu'il faut le vivre un peu. C'est des films, comme on disait, sur les sensations, où il y a une émotion qu'on doit faire passer, des sensations à faire passer. Donc, sur un scénar ou sur un dossier, c'est compliqué. Et c'est vrai que je pense que les films d'horreur sont des films qui sont compliqués à faire lire sur scénario. Parce que ça fonctionne beaucoup sur la mise en scène, sur le cadrage, sur la lumière, sur l'image. Et ça, on l'a pas dans le scénar, quoi. Non. Le travail d'animation. Alors, je suis en plein dedans là, en animatique justement. Le film se construit souvent en animatique, mais en horreur, effectivement, le sensible pour le trouver, il faut absolument basculer dans l'image et dans la mise en scène, sinon. C'est ça. Et finalement, c'est dur à représenter. C'est pour ça que j'avais entendu un réal de live qui parlait de films d'horreur. Je crois que je sais plus qui c'était, si c'était Xavier Jans, je crois. Et il disait que pour les marchés internationaux, ils font beaucoup de trailers faits avec des sortes de recherche, d'illustrations qu'ils font faire, et une suite d'illustrations qui résume tout le film pendant 10 minutes. Voilà, pour qu'on arrive à se rendre compte du style graphique du film. Parce que le scénario, des fois, il peut y avoir. Si on prend juste le scénario d'un film d'horreur, ça peut paraître ultra simpliste. Et avec la mise en scène, d'un coup, il y a un truc qui apparaît, quoi. Donc c'est ça qui est très complexe. Et là, par exemple, moi, j'ai un peu bossé avec Hélène Caté et Bruno Forzani, c'est un couple de réalisateurs belges qui font du live. Et eux, ils ont un projet qui s'appelle Darling, de film en anime, en long métrage. Et eux, par exemple, ils ont le même souci dans le live pour arriver à faire financer où ils sont obligés de leur scénario. C'est des descriptions. Il y a même les descriptions de son dans le scénario, quoi. Donc il y a les cadrages, le son, tout ce que normalement on ne doit pas faire dans un scénar. Ils le font parce que de toute façon, sinon, ça c'est leur film. Et quand on voit même là, par exemple, des images, là pour illustrer, des images tellement stylisées, un peu à la Dario Argento, très très graphiques, très inspirées de l'Art Nouveau. Mais c'est ça qui compte. Et c'est vrai que leurs films, c'est presque des films expérimentaux. C'est extrêmement compliqué. Moi, sur la marionnette et le textile, ça, au scénario, c'est vraiment compliqué de faire comprendre aux financeurs justement toute cette matière et de l'expliquer. Donc, on essaye d'écrire en se disant, OK, on va amener le textile dans les écritures, mais c'est vraiment très très difficile de convaincre. Ouais, presque, il faudrait donner à voir le film avant de le faire, quoi. Voilà. Donc, ou alors, faut être au niveau, faut être très bon orateur et arriver à convaincre en racontant son film. Et même en ayant, moi, se pose la question d'un autre court métrage qui a été difficile à financer. Il est pas loin d'être financé, mais même en ayant un film précédemment qui ressemble dans les esthétiques, au scénario. Il y a des personnes qui arrivent pas à se projeter, ce qui est toujours un petit peu normal, mais c'est vrai que c'est encore plus difficile sur l'horreur, des scènes qui peuvent être extrêmement
cru et à la limite de l'insupportable à l'écrit. Mais en tant que réalisateur, on sait très bien qu'à l'animatique, et puis après, on arrivera ou les faire passer différemment si elles sont trop crues, enfin pour ma part, parce que toi, tu vas très très loin. Hein. Ouais. Mais ça, on s'était posé la question d'ailleurs au moment du scénario, quand on en parlait avec Alain à Gagnol, on se posait la question qu'est-ce qu'on allait montrer. Et moi, je me suis dit, si je voulais aller autant sur ceux d'en haut, c'était souvent dans la suggestion, voilà, on voit pas les choses, on les entend, on les devine. Et sur Féroce, je voulais vraiment qu'on ait la tête dedans, quoi. Et qu'on aille vraiment, il y a une scène d'éclatage de tête, on peut dire. Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Parce que je me suis dit, la plupart du temps, ce type de film, on détourne la caméra, finalement. Et je me suis dit, c'est presque impensif de se dire, il y a la scène horrible, on voit le personnage frappé et la caméra se décale, quoi. Un peu comme dans Reservoir Dogs, finalement, la scène où il coupe l'oreille, la caméra se décale progressivement. Mais ça, on l'a vu plein de fois, donc c'est intéressant de le faire. Sauf que cette fois-ci, moi, je voulais qu'au contraire, la caméra, elle se rapproche et on voit les choses. Et ça n'est possible que pendant l'animatique où on arrive à décider de ça. Sur le scénario, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et même sur l'animatique, sur le storyboard, c'est compliqué parce que ça rend pas, quoi. Parce qu'il faut le côté malaisant des textures, de ce genre de choses aussi, du son, qui fait que ça fonctionne. Et tant qu'il n'y a pas ça, on est là, on espère que ça va marcher, mais ça ne marche pas du tout. Et je pense que les scènes les plus violentes que j'ai eu à faire dans Féroce, c'est des scènes qui ne fonctionnaient pas tant que le film n'était pas mixé quasiment. Ouais. Donc c'est un pari sur l'avenir quand on le fait. Quoi. Donc, et ça peut louper complètement. Complètement, ouais. Et même selon des personnes, et ça aussi, par rapport à l'horreur, c'est très subjectif. Ouais. Chaque personne a un ressenti différent. Donc c'est pour ça qu'aussi on se retrouve dans des situations où un film qui va vraiment déranger, où un spectateur va dire c'est gratuit, c'est insupportable, pour un autre, ça ne le sera pas, parce que la perception est très différente. Ça, c'est fascinant. Ça m'est arrivé sur Écorché. J'avais travaillé 3-4 plans en me disant ça, c'est d'une certaine façon comique. Enfin, en tout cas, j'y voulais une intention comique. En France, ça n'a pas du tout marché. Les gens rigolaient pas du tout. En Espagne, ça marchait. Tout ce que j'avais décidé d'un petit peu gore, donc qui s'approche du rire un peu gêné, mais du rire quand même dans la salle, fonctionnait en Espagne, pas en France. Donc c'est quand même assez. Ça rend encore les choses plus compliquées quand on présente le projet. Parce que c'est vrai que selon la personne qui lit, il peut y avoir plein de points de vue différents. Ouais, c'est souvent des avis très tranchés. Donc c'est pour ça aussi qu'en commission, c'est parfois très difficile de faire passer des films comme ça, puisqu'on a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Donc le consensus est très très difficile à avoir. Et en même temps, ce côté tranché est aussi super intéressant parce qu'on a des réactions qu'on n'aura jamais sur d'autres types de films. C'est souvent... moi, je me suis régalé après Féroce pour aller en festival, de pouvoir discuter. Et puis aussi de voir en direct les réactions. Parce que c'est un film d'horreur, c'est comme... Je pense que la comédie, c'est pareil, on entend les gens rire, on sait que si ça marche, et là on sait qu'à un moment il va y avoir une scène qui est un peu choquante, qui va faire sursauter, et quand on voit que ça marche, c'est ultra gratifiant. Je sais pas si tu as eu toi ça, mais moi on évitait de m'aborder, voire de m'inviter. Ouais. En pensant que s'il va tellement loin ou si c'est tellement horrible ou glauque, il faut mieux pas lui parler derrière. Ou sinon on te dit ah ouais, mais je pensais pas que tu serais comme ça en voyant c'est ça, voilà. Je pensais pas que tu serais sympa. Voilà. Oh, dis donc, t'es drôle. T'avais l'air plus méchant, imaginé. Mais voilà, et c'est ça. Ou des fois des malaises aussi je me suis retrouvé des fois dans des festivals où au moment des questions-réponses, des fois où on sent que la personne en face a des questions pour tous les autres films, mais quand arrive on ne sait pas trop comment prendre les choses. Ça peut être... Là, oui. On revenait sur les films traumatiques. Je voulais parler un petit peu de Cannibal Holocaust, mais comme ça, 2 secondes, ça m'a traumatisé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Mais c'est un conseil de visionnage, quand même. Je ne sais pas.
Et après, ouais, pour ma part, c'est vrai que donc j'ai été traumatisé par des films d'horreur enfant, que j'ai vu trop jeune. Et après, j'étais quand même très attiré par des films très différents, un peu comme toi, boulimique, mais sur des films films du faux. J'ai mis des films, alors des réalisateurs complètement différents, mais quand même qui m'apportaient ça. Donc Verhoeven totalement, mais Chéreau, sa Reine Margot me semble être à cette frontière qui me plaît beaucoup de l'horreur. Enfin, il m'a fait sentir des trucs quand même, Chéreau, pas que dans La Reine Margot aussi, où voilà, on peut aller plus vaste que le simple. Ouais. C'est le côté subversif aussi. Là, quand on parle de Verhoeven, voilà, dans le film d'horreur, on peut aller loin, quoi. Donc on peut aller dans ce côté subversif et ça s'y prête en plus. Ouais, complètement. Et en même temps ludique d'une certaine façon. Voilà, il y a un côté sale gosse, quoi, aussi, de gens qui s'amusent à aller loin, à choquer, parce que c'est vrai que c'est ça aussi, c'est de pouvoir toucher où ça fait mal, quoi, et provoquer une réaction. C'est ça aussi. Quelquefois, c'est une réaction épidermique, même de certains, voilà, qui ne peuvent ne pas supporter, qui vont être très agressifs, même des fois, il peut y avoir des réactions vraiment de rejet, mais c'est quand même le but du film, quoi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réaction-là, quoi. D'une certaine façon, c'est un peu un dernier lieu de l'émotion forte, vraiment, de réaction épidermique, où on se cache les yeux, où on sort de la salle, où on ne vient pas dans la salle. Voilà. Et des réactions tellement différentes entre les gens. De la même façon, je parlais de l'Espagne, mais dans des festivals d'horreur, donc par exemple à Sitges, où il y a vraiment une ligne horrifique assez terrible, moi-même, j'y vais pas. Certains trouvaient Écorché vraiment doux et mignon. Ouais. Alors que d'autres avaient des réactions vraiment j'ai pas pu le voir. Ouais, ça... Oui, et là, par rapport à l'animation, ça c'est aussi les amateurs d'horreur en live vont avoir un peu de mal des fois à se lancer dans un film d'animation. Moi, par exemple, et c'est ce qui est dommage, un festival comme Gérard May du film fantastique prend pas d'animation. Non, ça c'est très dommage. Parce que on a tellement la réputation de ne pas faire d'horreur qu'on se dit il n'y en a pas assez, ça ne sert à rien, comme si c'était inutile vu qu'il n'y en a pas assez. Et moi, j'avais entendu un journaliste qui s'occupe du PIF à Paris, le Paris International Film Fantastique Festival, et sur le fait qu'ils avaient du mal à intégrer de l'animation. Surtout, il disait à l'ouverture dans les programmes de court-métrage, parce que le public qui est là a toujours un a priori en se disant il y a un film d'animation, ça va être gentil, quoi. Ou sinon, c'est l'inverse, c'est que l'animation par rapport à des films live peut se permettre tellement de choses dans l'imaginaire et dans le fantastique où on se dit c'est pas très équitable par rapport à un film live qui doit faire avec ce qu'il peut, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à intégrer l'animation dans les programmes de films d'horreur. C'était un point de vue comme ça de journaliste. En France. Ouais, en France, ouais. Parce que donc par opposition. L'Espagne, déjà, qui a un festival d'horreur dans tous les villages en Espagne, et puis dans d'autres pays en Europe et en Amérique du Sud, au Mexique, par exemple, l'animation est beaucoup plus présente dans les festivals comme ça. C'est ça. Et nous, on a du mal à l'intégrer comme les autres, finalement. On est en train de critiquer le système français, là. Mais oui, de toute façon, ça fait partie aussi du côté français de critiquer. Voilà, mais en même temps, on arrive à les faire quand même. Donc ça, c'est quand même si c'est compliqué, on donne l'impression qu'on se plaint tout le temps. Mais c'est quand même des films qui existent, quoi. Et là, c'était un petit peu un panorama comme ça. Parce que quand je me suis posé la question de l'animation et de l'horreur, je me suis dit, il n'y a pas non plus des tonnes de films qui me venaient à l'esprit, quoi. Et ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, il y en a des films, il y en a beaucoup en Asie, finalement. Parce que l'animation japonaise, là, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Et sinon, voilà, et j'avais pensé à Seoul Station, là, que j'avais découvert à Annecy l'année où il était, je crois qu'il était en compète ou en séance spéciale. Et c'était un film qui m'avait étonné parce que c'était dans la lignée du cinéma coréen qu'on a, parce que le cinéma coréen, c'est un cinéma qui est ultra riche. Et, enfin, en tout cas, sur la partie ultra horrifique, riche sur le côté horrifique, film de genre et tout ça.
Et quand, là, je ne me souviens plus du nom du réalisateur là, de Seoul Station, qui avait déjà fait des longs métrages avant pour des budgets ridicules, quoi. C'est lui qui a fait le dernier train pour Busan après. Ouais, et après, finalement, la deuxième partie, c'est un diptyque. Après, c'est devenu une trilogie, mais il y a eu Dernier train pour Busan, qui était la suite de Seoul Station, et le préquel finalement. Parce que qui est magnifique. Hein. Qui est vachement bien. Vraiment, mais super. Ce qui est dommage, c'est de voir qu'en France, Dernier train pour Busan est sorti au ciné, mais pas Seoul Station, alors que c'est quand même un diptyque au départ. Quoi. Et Seoul Station, c'est un film qu'on peut voir, voilà, ce qui est en anime, et qu'on peut voir seulement dans les bonus de Dernier train pour Busan. Et je trouve que c'est un peu dommage que la partie anime d'un diptyque soit considérée comme... Et ça, au Japon, c'est pas le cas. En Corée, non. En Corée, c'est un film à part entière. D'accord, ouais. Donc en Corée, comme au Japon, l'animation est... Après, ça, je pourrais pas trop dire pour la sortie de Seoul Station. Mais je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et la plupart des gens connaissent, puisqu'il ça a cartonné Dernier train pour Busan, mais pas grand monde connaît Seoul Station, quoi. Et là, par rapport à l'anime horrifique aussi, c'est pour ça qu'on en parlait, c'est qu'elle se prête peut-être plus facilement à la stop-mo. Voilà, quand on prend des gens comme Phil Tippett, qui a réussi à faire Mad Gods, qu'il a fait pendant 30 ans, et là, vraiment, avec toutes ses obsessions sur ses monstruosités, le côté vraiment animation pratique... Voilà. Non, mais c'est vrai que en plus sur tous les films qu'on a pu voir, toi et moi, notamment de gore, on parlait de Peter Jackson tout à l'heure, mais il y a du stop-mo qui était utilisé effectivement traditionnellement sur ces films-là. Est-ce que ça... C'est ça aussi, parce que je ne sais pas si toi, tu t'es posé aussi cette question. Moi, je me suis demandé au moment où je faisais Féroce, c'était pour pouvoir faire ressentir le malaise de l'identification. Parce que quand, dans Féroce, le spectateur doit s'identifier à un personnage qui devient assez détestable finalement. Et ça provoque un malaise et un rejet aussi. Et à quel point je pouvais aller dans le côté graphique, dans la stylisation aussi de certaines choses. Dans les scènes gore, si j'allais trop loin dans le côté stylisé, graphique, ben on perdait cette identification et donc forcément on perdait la sensation. Donc c'était une problématique, ça, une réflexion. Bah, moi c'est pour ça que je suis parti dans le stop-mo et le textile. Au début c'était en 2D écorché, enfin les toutes premières écritures c'était en 2D et moi comme c'était de la sensation en plus issue de cauchemar que je voulais vraiment... dont je voulais parler, ça a été très long à identifier que ce serait la matière qui amènerait de l'image sur ces sensations. C'est vrai que ce qu'on ressent, notamment en festival, et de la perception du sensible, elle est très profonde sur le stop motion, où la texture, où la matière est vraiment importante et raconte quelque chose. Quoi. Ouais, je pense aussi à un film comme Coraline, un film voilà, il a traumatisé lui aussi. Je pense a traumatisé pas mal de monde aussi. Les enfants qui sont allés le voir, ça va loin, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est à quel point on peut styliser les choses, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi de se poser la question. Moi, c'était sur Féroce, c'était aussi le réalisme de certaines situations. Si on va trop loin dans l'exagération, il y a un moment où ça va devenir du ganguignol aussi. Donc il faut toujours arriver à doser. Et moi, il y a une scène où le personnage se prend une balle dans la joue. Dans le storyboard, je l'avais storyboardé très classique, quoi. Il prend une balle, ça lui effleure la joue. Et un jour, j'étais chez mon dentiste, et là, je lui ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça fait quand on prend une balle Sympa. Voilà. Parce qu'on en avait déjà discuté un peu animation, il savait ce que je faisais. Et non, je ne suis pas arrivé comme ça. Et il m'a répondu avec plein de détails. Il voulait presque me montrer, trouver des photos et tout ça. Et il m'a dit, si on prend une balle dans la joue, ça va toucher la gencive. Si ça touche la gencive, on s'évanouit tellement on a mal. Bon, je lui ai dit, ça ne m'arrange pas dans le film parce qu'il faut qu'il continue à courir, quoi. Mais il m'a dit, ça saigne énormément. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette tache de sang qui grandit sur sa chemise progressivement dans tout le film. Et j'aurais pas eu cette idée-là, j'aurais pas fait tituber le personnage si je savais pas la douleur que ça représentait. Il y a un moment où ces petits éléments de réalisme sont importants pour l'identification aussi.
Et pas rester dans le côté un peu vague des clichés qu'on peut trouver souvent dans des scènes un peu gore, quoi. Voilà, ça. On avait quoi d'autre à montrer? Et c'était sur nos futures expériences. Ah oui. Et tu veux qu'on en parle de ça? Ouais, bah oui, par exemple, j'ai le trailer de l'étrange. Non, c'est pas ça. C'est lequel que tu veux? Le trailer de l'étrange. Ah oui, c'est tac, 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 tac. Ça doit être là? Non. Mon Dieu. On est perdu. On va ici. On voulait montrer, mais tant pis. Non, c'est parce que j'ai travaillé là, sur l'étrange collection, je disais tout à l'heure, et on a fait un trailer qu'on a essayé de développer. Yes. Et voilà, donc là, c'est l'expérience de l'horreur vue par 6 réalisateurs avec 6 points de vue différents, quoi. Voilà. Oui, tu vas parler aussi. Et, je crois qu'il faut qu'on conclure. Alors moi, je conclus justement en disant que c'est par ce projet de série que j'ai entendu parler de travail d'Izu, parce que je suis aussi sur le développement d'une série d'anthologie d'horreur, alors en stop motion et marionnettes de textile. Et je sais que Izu, de la même façon que... Alors moi, je suis dans la phase de développement qui est magnifique parce qu'on a eu des financements, comme je disais, du CNC pour pouvoir écrire et fabriquer les marionnettes avec une artiste plasticienne. Et je sais que toi, Izu, la phase de mise en production, ben, c'est une catastrophe. Oui, ça s'est ultra bien passé au développement, parce que c'est vrai qu'il y a une curiosité aussi sur l'horreur en animation, le côté extrême. Mais cette curiosité, on s'est aperçu qu'elle a été, elle a été très aidée au moment du développement, mais au moment de la prod, ça devient compliqué, parce que là, il y a plus d'enjeux. Il y a aussi, quand on veut faire un long métrage, il y a un public, voilà, c'était à la fois, c'est un film à sketch, donc il y a des impératifs commerciaux qui sont importants, quoi. Voilà, donc on espère qu'on arrivera à continuer à faire de l'horreur. Voilà, on va continuer. Merci à toutes, à tous. Est-ce qu'il y a une ou deux questions là? Bonjour. J'avais une petite question par rapport au... Vous disiez que quand vous proposiez un dossier de production, par exemple, à une société de prod, vous aviez du mal un peu à retranscrire l'univers d'un film d'horreur. Et je voulais savoir qu'est-ce que justement vous mettiez en avant pour réussir à faire vendre votre projet, quoi. Qu'est-ce qui marche plus, la DA, l'écriture, la musique? Pour ma part, comme vous voyez, c'est des marionnettes. Je mise beaucoup sur le volume et le textile. Et après, moi, sur les animatiques, j'utilise l'outil 3D. Donc très très vite, j'essaye d'aller au plus proche possible de ce que sera le résultat final pour pouvoir convaincre. Donc la 3D assez brouillonne me permet quand même de me projeter dans la texture et d'arriver à affiner pour convaincre autrement que par le scénario. Ouais, et moi, finalement, c'est surtout pas mal d'images. J'essaye d'avoir des images au plus proche du rendu final de ce que je souhaite pour essayer d'arriver qu'on puisse se représenter un peu le style graphique du film. Mais voilà, après, c'est ça. C'est pas facile.
bonjour. J'avais une question aussi par rapport, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Terrifier 3. C'est un film qui vient de sortir, et c'est une série de films qui sont hyper gore. Et je me demandais si ça faisait partie de votre recherche de pousser toujours plus loin les concepts, pousser vraiment les mœurs hyper loin, et de savoir où étaient vos limites. Je crois qu'on est assez différents là-dessus. Hein. Moi c'est... je parle du sensible, de sensations, de mon rapport au corps des autres, donc c'est très intime et je ne vais pas chercher. C'est pour ça que des fois je dis je ne fais pas de l'horreur, mais du conte, avec quelques points qui peuvent ressembler ou faire penser au Baudelaire horreur, mais ma dynamique, ce n'est pas d'aller au plus loin pour provoquer ou pour... je ne sais pas, toi... Oui, après, moi, même si j'aime en voir aussi de ce type de film, mais je suis plus dans le... C'est vrai que moi, j'ai eu l'influence, je pense, de la John Carpenter quoi, des années 80, parce que moi, je suis un peu de la génération... J'ai grandi dans les années 80. Quoi. Donc, c'est un cinéma d'horreur qui est plus ludique, on va dire. On est subversif, on aime choquer, mais on s'amuse, quoi. Et je pense Terrifier, je pense que c'est une comédie aussi. C'est des films où il y a un côté grand guignol dedans. Mais je pense que c'est des films qui seraient compliqués à faire en animation, surtout en long métrage, quoi. Parce que le public des ados qui va aller voir Terrifier, c'est pas forcément un public qui va avoir même l'envie d'aller voir un film d'anime. Et c'est ça qui peut être problématique pour l'animation. C'est le public qu'on vise, quoi, qui est un public peut-être pas les ados, quoi. Il faudrait que ça change, quoi. Peut-être pour l'animation japonaise, on peut y arriver à convaincre ce public, mais c'est comme pour les films d'horreur français. Hein. Pour un même type de film, si c'est un film américain, il pourra y avoir un public, mais le même film fait en France, il y a un public qui dira c'est français, ça fait peur, quoi. Voilà, ça risque de poser souci juste parce qu'on a la réputation de faire un cinéma qui n'est pas un cinéma aussi qui prend par les tripes comme ça, quoi. Alors que c'est faux, il y en a plein des films d'horreur français, mais qu'on n'arrive pas à voir, quoi. Mais oui, je crois que vous avez un peu répondu, mais je voulais savoir si personnellement vous aviez envie d'aller vers du long métrage ou c'est peut-être juste pas possible ou avec moins de liberté que le court métrage. Moi, personnellement, j'aimerais aller vers le long métrage. C'est pour ça, jusqu'à maintenant, que je fais que des courts métrages, parce que de toute façon, je ne me sentirais pas de faire un long métrage pour enfants. Donc, et pour adultes, c'est complexe. Mais ça donne envie de développer. Quand je faisais Féroce, j'avais envie de développer ça sur une histoire plus longue, sur un long. Mais voilà, l'économie, des fois, il faut être conscient qu'on est dans une économie qui est déjà compliquée en animation. Et le fait d'avoir besoin aussi des diffuseurs en animation, qui vont être des diffuseurs qui vont peut-être avoir un peu plus de mal sur des films interdits moins de 16 ans, par exemple. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas d'exemple comme ça de films d'animation qui soient interdits moins de 16 ans en long métrage, quoi. C'est complexe, parce que ça limite énormément le public. Oui, sur le long métrage, moi j'ai un projet de long métrage qui n'est pas d'horreur, mais quand même dans un genre, c'est une romance noire, toujours en stop-mo, avec de la glaise, avec de la terre cuite, terre crue, complètement improbable. Et en fait, je reprends le même chemin et j'en suis très content. On a le soutien du CNC, mais je sens que le chemin va être très long. Il faut être très patient. Après, il y a de l'espoir. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être tout le temps négatif là-dessus, mais il faut avoir beaucoup de patience. Et moi, je me dis, il y a une génération qui a connu ça quand il était gamin, qui a connu l'animation adulte, l'anime japonaise, tout ça, et c'est peut-être cette génération qui va pousser en prod à faire des longs métrages aussi pour adultes, quoi. Et ça, ce serait vachement bien. Eh bien, merci à vous deux d'avoir joué le jeu. Merci infiniment. Merci. Et on peut en rediscuter après de l'horreur. Ouais. Hein.